Et je suis entre deux amis qui ont fait un livre magnifique. Voilà, je le dis d'emblée. Et j'ai pas eu le temps de leur dire en privé, mais je le dis en public. Romain Bertrand et Jean Dittard, les sentiers d'Anahuac, c'est de cela dont on va parler ensemble, tranquillement. On a des images, on a deux grands auteurs et on va pouvoir ensemble discuter de ce que peut la bande dessinée pour l'histoire, parce que c'est de ça aussi dont il est question dans ce livre. Jean Dittard, il est scénariste et dessinateur. Là, dessinateur avec un scénariste, historien, Romain Bertrand. Votre premier livre, c'était déjà chez Delcourt, déjà dans la collection Mirage en 2009, je crois me souvenir, Le sourire des marionnettes. On était dans l'Iran du XIe siècle. Puis ensuite, on a voyagé à travers l'œil d'un peintre de la Renaissance, tournant au XVe, XVIe, dans le festin de Bacchus. Et puis ensuite, on était avec Florida, c'est-à-dire à l'époque moderne, avec effectivement l'invention ou la fondation de la Floride, et puis ensuite hashtag J'accuse, et puis Les Illuminés. Je crois que ce sont les principaux albums de Jean Dittard, les deux derniers livres, donc Les Illuminés. Rimbaud et les autres, on est à la fin du 19e siècle, et puis là, retour en arrière avec la conquête du Mexique. On va apprendre à faire connaissance. Je dirais que c'est déjà affaiblir le propos de dire de Jean Dittard qu'il dessine et raconte des bandes dessinées historiques. C'est plus que ça. C'est effectivement en rapport avec non seulement l'histoire en tant que narration, mais l'histoire en tant que méthode, c'est-à-dire au fond la caractéristique du travail de Jean Dittard, c'est de nous donner à voir et à comprendre non seulement l'histoire, mais la documentation. Et là, il y a un immense travail dans les sentiers d'Anahuac sur, je dirais, la culture visuelle. Et là, les deux cultures visuelles qui s'entrechoquent entre le Mexique précolonial et les conquistadors. Et c'est au fond tout cela de tout cela dont on doit parler. Puis je ne veux pas être plus long pour présenter Jean Dittard, parce que si vous voulez en savoir plus, il y a une très bonne revue en ligne qui s'appelle Entretemps, dont on parlait hier avec mes camarades, puisque c'est une revue que j'ai le plaisir de faire avec des jeunes doctorantes, doctorants et chercheurs au Collège de France. Et c'était Margot Renard qui travaille sur l'histoire de la bande dessinée et aussi l'histoire du roman national, qui avait invité Jean Dittard à parler très longuement pendant 1 heure de sa méthode. C'était au moment de J'accuse, hashtag J'accuse. Et justement, je vous engage à aller voir cette vidéo. Et puis Romain Bertrand ne le présente plus ici, c'est pas le régional de l'étape, puisqu'il travaille sur l'histoire, vous le savez, connectée. Mais évidemment, les habitués des rendez-vous de l'histoire de Blois depuis l'histoire à parts égales ont appris à le connaître et à l'aimer. Son dernier livre est paru l'année dernière. Il s'appelle Les Grandes Déconvenues. C'est un historien qui ose et qui ose d'abord aller au-delà de ses zones de confort, qui n'a jamais voulu, depuis l'histoire à parts égales, réécrire le même livre. C'est une tentation pour nous autres historiennes et historiens que de défendre les positions. Non, là, au contraire, c'est une guerre de mouvement que mène Romain Bertrand. Évidemment, avec les sentiers d'Anahuac, on est en terrain de connaissance pour cet historien de l'Empire et des colonisations, avec la prise de Mexico. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on avait fait ensemble un épisode sur cet événement, une série documentaire qui s'appelle Quand l'histoire fait date. Mais là,
peu importe, puisque la rencontre, c'est la rencontre entre voilà, un auteur de bande dessinée, Jean Dittard, et puis un historien, Roman Bertrand. Oh ben, j'ai des questions toutes simples à vous poser. La première, c'est pourquoi, comment vous vous êtes rencontrés, quel était le projet et quelle était la méthode, surtout. C'est-à-dire aller rentrer assez vite, puisque c'est cela que le dessin nous invite à faire, rentrer dans la fabrique de l'histoire de ce livre, Les Sentiers d'Anahuac. Peut-être Jean, pour commencer. Alors bonjour ou bonsoir aussi à tout le monde. Euh, alors la rencontre, la première fois où on s'est rencontré avec Romain, c'était ici même à Blois. Il y a quelques années, à l'époque, j'avais déjà sorti Florida, et je pense que c'était un an ou deux après. J'ai appris que Romain connaissait cet album, l'appréciait, et en fait, on a assez vite eu des terrains d'entente, des sujets qui nous étaient familiers ou qui nous intéressaient. Et puis un questionnement, donc sujet en l'occurrence autour de Florida, c'était l'expérience coloniale déjà au XVIe siècle, avec une tentative, disons, désastreuse de conquête de la Floride par les Huguenots à l'époque. Et cette histoire, quand tu as fait ce livre, les Grandes Déconvenues, c'en était déjà une, Florida, d'une certaine façon. Et on avait aussi un intérêt, je me suis rendu compte assez vite de ça aussi, pour l'interrogation des formes, justement, des formes d'écriture de l'histoire ou de la représentation aussi, pas seulement par l'écriture, en l'occurrence moi aussi avec le dessin. Et donc ça a bien connecté, on va dire, et l'idée de faire un livre ensemble, c'est assez vite posé, quoi. Enfin, on en a eu envie tous les deux. Et donc on s'est retrouvés autour du personnage d'abord au départ de la fascination autour du Codex de Florence. Et c'est un grand manuscrit donc de la fin du XVIe siècle, deuxième moitié du XVIe, réalisé donc par Bernardino de Sahagún, un missionnaire franciscain au Mexique, avec tout un groupe d'assistants indiens, mexicains. Et donc, moi, j'étais intrigué par, en fait, la caractère très ambivalent de ce document, assez incroyable, qui fait 2400 et quelques pages, et également 2500 illustrations. Donc, c'est un corpus énorme. Et j'ai commencé, moi, la première fois où j'ai découvert ce codex, c'était d'abord par les images, justement. Et notamment par le caractère hybride de ces images qui mêlaient des dimensions proprement mésoaméricaines avec la culture des codex et les glyphes anciens, et à la fois avec des influences européennes dans la représentation, avec des perspectives, avec des modelés. Et ça, c'est ma première approche qui m'a donné envie d'aller y voir de plus près et comprendre un peu ce qui se jouait là-dedans. Ensuite, j'ai compris aussi le projet. Qu'est-ce que c'était ce projet? C'était à la fois un projet d'évangélisation qui a initié, en tout cas, le fait d'aller s'intéresser à la culture aztèque ancienne pour la restituer dans un livre qui allait finalement devenir une sorte d'encyclopédie. Enfin bon, Romain en parlera souvent avec des mots bien plus précis que moi. Mais c'était l'ambivalence de à la fois découvrir et recouvrir une culture, c'est-à-dire recouvrir dans l'intention parce que on souhaite comprendre pour mieux recouvrir en apportant une autre culture, finalement religieuse, et à la fois faisant ce travail qui a été considérable, eh bien il y a vraiment finalement une mémoire qui se restitue là-dedans et qui est encore aujourd'hui une source indispensable pour la connaissance des mondes aztèques. Donc voilà, ça me fascinait. Et ça t'intéressait aussi énormément. Tu avais déjà travaillé là-dessus, ou tu comptais aussi écrire des choses autour de ça. Donc on a eu envie d'écrire, de travailler sur ce sujet-là. Et si j'en parle sur cette dimension visuelle des deux registres qui cohabitent, c'est que c'est devenu d'emblée, en fait, la porte d'entrée sur la forme qu'allait prendre notre narration de bande dessinée, c'est-à-dire de jouer avec les deux mondes, en fait. Et peut-être juste, je peux montrer la première page, les deux premières pages.
de l'ouvrage. C'est un livre en format carré et il se déploie d'abord avec une première double page avec, vous voyez, une grande partie de l'image qui est plutôt dans l'esprit des codex mexicains et sur le bord droit, on a l'émergence tout à coup du monde espagnol qui arrive et qui est traité graphiquement tout à fait différemment avec des hachures, avec de la perspective et qui vient littéralement bousculer l'autre monde. Et en fait, là-dedans, dans ce frottement des deux mondes graphiques, je pense qu'il y avait moyen d'explorer énormément de choses par le langage de la bande dessinée. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ensuite, quoi. Si tu peux revenir à la couverture, eh bien, après avoir vu ces deux premières planches, double planches, on comprend mieux effectivement ce que la couverture met en scène, c'est-à-dire le combat, littéralement, entre deux cultures visuelles, celle colorée et luxuriante du codex mexicain et la dureté mordante de la gravure européenne. Et tout cela, parce que je trouve que c'est un livre très doux, paradoxalement, très heureux, eh bien, se résout, mais ça, je ne veux pas aller plus loin, dans le velouté d'un dessin qui finira par les rassembler. Mais on n'en est vraiment pas là. Romain, c'est pas la première fois, effectivement, que des historiennes et historiens de métier s'engagent dans la scénarisation d'albums de bande dessinée. Il y a même une série, l'histoire de France dessinée, dirigée par Sylvain Venère, qui l'organise un peu systématiquement. Toi, de ton côté, comment s'est fait la rencontre? Et puis, qu'est-ce que tu en attendais? Qu'est-ce que tu en attendais vraiment? Alors d'abord, il faut que j'appuie sur le truc. Voilà. Alors, d'abord, la rencontre, d'une certaine façon, s'est produite avant le projet. Et il faut dire que ça n'est pas du tout un mariage arrangé, en fait, cette histoire. C'est pas un éditeur qui a passé commande à un historien qui serait venu lester dans sa besace d'un petit savoir stabilisé et un dessinateur qui aurait eu pour mission ou pour tâche d'illustrer ça. Donc en fait, on s'est d'abord rencontré avec Jean, on a beaucoup discuté et on a décidé de travailler ensemble et on a posé comme règle du jeu de prendre un dossier, alors évidemment pour lequel j'avais certaines compétences, pour l'archive coloniale espagnole, mais que nous n'avions pas déjà traité ensemble. Et donc on a fait œuvre de, toi tu dis recherche-création, en fait c'est plutôt, je trouve, pas mal comme expression. Et donc la première règle du jeu, c'était en tout cas de ne pas être dans un rapport qui répartissait d'avance les fonctions narratives, c'est-à-dire d'abord le récit au sens du texte écrit du scénario et ensuite l'illustration graphique. Et à chaque étape, en fait, on a véritablement travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de rêver graphiquement certaines scènes, pour le bonheur ou le malheur de Jean, mais de la même façon, il est arrivé à Jean de m'envoyer des emails à des heures parfois tardives pour me dire mais il n'existe pas vraiment de source sur etc. Et le deuxième point, c'est que si on avait envie de travailler ensemble, et ça répond à ce que je pouvais en attendre, c'est parce que ce que moi j'ai senti chez Jean, c'est une parenté en vérité assez profonde dans sa façon de n'être, avec le travail que moi je peux essayer de faire par ailleurs, de n'être jamais dupe de son propre récit. C'est-à-dire de ne pas croire naïvement et en vérité de manière un peu coupable à l'innocence des mots ou des images. C'est-à-dire que tous les mots et toutes les images, lorsqu'on raconte ces histoires-là, sont chargés de tous leurs usages et de tous leurs mésusages passés. Et on ne peut pas faire comme si tout cela, c'était une sorte de langage naturel, transparent, qu'on allait simplement utiliser pour mieux voir les faits. Et c'est pour ça que la couverture, elle est effectivement très parlante, parce qu'il y a ces deux univers graphiques, et en vérité, il y en a un troisième. Et je pense que la douceur que tu décèles, elle vient du troisième, c'est-à-dire le visage arrondi du petit personnage de bande dessinée, très bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a ces deux univers graphiques, dont on montre par ailleurs à quel point ils se sont entretissés, entremêlés,
pour donner autre chose, mais tout cela raconté aussi au regard d'un troisième langage, qui est celui de la bande dessinée du XXe et du XXIe siècle. Et donc, qu'est-ce que j'en attendais? Que tout cela, peut-être, nous aide à ne jamais nous installer dans la certitude qu'un type, une modalité de narration, nous amènerait plus près de quelque chose qu'on appellerait la vérité. D'une certaine façon, chaque fois qu'un langage graphique prend le pas ou le dessus dans l'histoire... Ce qui arrive plusieurs fois. Enfin, je veux dire, c'est pas, on ne va pas de l'un à l'autre. Il y a des allers-retours, oui. Il y a des surprises, il y a des régressions, il y a des moments où, oui. Ce qui arrivera à la fin est déjà préfiguré au milieu. Enfin, voilà. Donc, chaque fois qu'on a l'impression de s'installer pour aller vite dans une version de l'histoire, eh bien, il y a quelque chose qui va ébranler cette certitude. Voilà, ébranler l'arrogance de la hachure de la source coloniale, mais ébranler aussi le code graphique aztèque au sens où il n'est après tout qu'une reconstruction habile, mais précaire. Donc, en fait, j'en attendais ça, que les moyens graphiques nous aident à comprendre que chaque fois que ça parle trop fort et que ça nous dit « c'est ça qui s'est passé », eh bien, on est déjà en fait plus proche du pouvoir que de la vérité. Donc, voilà, s'installer dans l'instabilité, ça, Jean nous l'a rendu possible. Oui, et on a bien compris que de toute façon, derrière chacune, je vais arrêter de faire semblant de les vous voyez, derrière chacune de tes œuvres, il y en a une autre, il y a une source que tu interroges et dont tu cherches, je reprends l'expression de Romain Bertrand, à ne pas être dupe. Donc là, effectivement, tu as tout de suite parlé de ces références visuelles. Et évidemment, soit tu attendais de Romain, pas seulement qu'il soit l'aimable pourvoyeur de fiches, le conseiller historique, mais il est rentré aussi dans la narration. Tu as accepté ça parce que c'est la première fois quand même que tu partages cette charge du récit. Enfin, je crois, à ma connaissance. Alors, j'ai déjà fait le précédent album, Les Illuminés. Je l'avais fait avec un scénariste. On avait aussi co-scénarisé le livre. Mais là, c'était la première fois que je faisais un travail avec un historien de métier, qui n'est pas justement un scénariste de bande dessinée. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et c'est ça qui était aussi, je pense, un challenge un peu pour toi d'aller vers l'écriture aussi de la fiction, par exemple, ce qui n'est pas forcément une chose évidente pour un historien. Mais les modalités de départ dans notre façon de travailler, la première chose que je lui ai dite, je pense, c'était d'avoir conscience du langage qu'on allait utiliser. La bande dessinée, c'est pas un livre avec du texte, quoi, et c'est un art de l'ellipse, c'est un art très synthétique, en fait. Donc, il fallait déjà avoir finalement bien ça en tête pour proposer un matériau d'écriture qui soit, en fait, d'une certaine façon, très, très condensé. Et c'était, pour moi, c'était, comment dire, il m'apportait un matériau qui était donc des chapitres rédigés, qui était foisonnant de détails, mais qui était déjà condensé dans la narration, dans ce que ça allait raconter. Il avait déjà, d'une certaine façon, fait un travail considérable de réflexion sur le sens du récit, sur la synthèse de beaucoup de sources, et quel choix on fait pour finalement incarner avec des petits choix quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et donc ça, c'était pour moi, c'était exactement ce que j'attendais. Ensuite, pour autant, c'était très précis, avec beaucoup de détails, notamment des détails visuels, des détails sur les espèces animales ou végétales qui pouvaient peupler ce qu'on allait représenter. Ce que je lui demandais aussi, c'était des sources visuelles. Moi, j'avais besoin d'être nourri énormément en images. J'en faisais aussi, par ailleurs, énormément des recherches. Mais j'étais en attente et souvent je allais le retitiller ensuite pour aller effectivement savoir comment, je sais pas comment était un banc d'église, on parlait de ça tout à l'heure, un banc d'église à Mexico au XVIe siècle, etc. Et donc on était dans un aller-retour permanent comme ça. Et quelque part, quand je transposais en bande dessinée ces scénarios, je lui étais aussi, je me donnais la liberté d'être très infidèle, en fait, parce que c'était là où j'allais avoir ma part de création en essayant de tirer parti des ressources de ce langage de la bande dessinée
qui est forcément pas la même chose qu'il pouvait avoir en tête. Je me souviens que d'ailleurs j'avais l'impression souvent que son imaginaire au départ était un peu plus cinématographique. Il me faisait des idées de cadrage comme si on se baladait comme dans un film. Or moi, mon registre, il n'était pas du tout branché sur le cinéma. Oui. Et donc j'allais l'emmener ailleurs. Et du coup, je pense qu'on était aussi dans la surprise de ce qu'allait amener l'un puis l'autre et comment on rebondissait. Ben justement, cette double planche, elle donne à voir une surprise. Alors on a compris effectivement, Romain, que tu ne voulais pas être simplement le documentariste de cette bande dessinée, qu'il s'agissait de fictionner, que tu faisais partie effectivement, que tu allais scénariser cette fiction. Enfin, disons, on va pas raconter l'histoire, mais enfin au moins on peut planter le décor, on peut, dire quelques mots sur les personnages principaux, vous les avez sous les yeux. Ça fictionne, oui, mais ça fictionne des personnages réels. Et là, ce qui est donné à voir, c'est le premier regard, c'est-à-dire comment, voilà, le jeune qui va devenir le disciple voit celui qui va devenir son maître. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ? Oui. Donc en fait, Jean avait une fascination préalable pour le Codex de Florence, donc à la fois pour l'objet et puis pour sa fortune éditoriale, esthétique. Et moi, j'avais en fait, alors pas une fascination, mais en tout cas une certaine connaissance du personnage de Bernardino de Sahagún, c'est-à-dire le religieux franciscain qui a organisé cette vaste entreprise de collecte de témoignages sur ce qu'était le monde mexicain, mésoaméricain d'avant la conquête, pour produire ce récit. J'avais même envisagé d'en faire, pour les besoins d'un petit festival littéraire à la Grâce, le narrateur d'une contre-histoire de la conquête des Amériques. Donc le scénario, entre guillemets, ou en tout cas l'histoire, si on peut la résumer au plus simple, c'est la rencontre entre ce jeune Indien qui est né après la conquête avec un religieux franciscain qui va le prendre sous son aile et lui faire intégrer une institution tout à fait extraordinaire qui est le Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, qui est un quartier périphérique de Mexico, où les franciscains ont engagé un vaste programme, non seulement d'évangélisation, mais aussi, comme le disait Serge Gruzinski, d'alphabétisation culturelle de ces jeunes Indiens, généralement issus des anciennes classes nobles. Donc il ne s'agissait pas seulement de les convertir à la foi et au credo chrétien, mais également, d'une certaine manière, de les convertir à la culture classique et humaniste de ce qui commence à s'énoncer véritablement comme la Renaissance ou la seconde Renaissance du XVIe siècle. Et donc ce petit personnage va devenir bien autre chose au fil du propos, mais c'est lui qu'on suit, et peut-être ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que voilà, Bernardino de Sahagún s'entoure dans son grand projet d'une équipe de collaborateurs, d'auxiliaires indiens. L'idée, en phase avec la nouvelle historiographie de cette période et de cette entreprise, c'est de montrer que ce n'étaient pas des personnages secondaires, des figurants, mais des acteurs à part entière. Mais il fallait en choisir un pour incarner, d'une certaine manière, ce volet ou cette facette indigène du Codex de Florence. Et on a choisi Antonio Valeriano, donc le petit personnage que vous voyez là. Alors pour plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'on en sait très peu sur la plupart d'entre eux, donc on en sait très peu sur lui, mais ce qu'on en sait est assez solide et intéressant. Mais au départ, on était quand même assez dans un biopic de Sahagún avec un personnage indien, un jeune lettré indien, qui restait un vis-à-vis ou un faire-valoir, en fait. Et plus on travaillait sur ce personnage, plus on fouillait autour de ce personnage, plus il prenait corps, ou il prenait chair, et plus il s'est imposé. Et donc, on ne peut pas dévoiler l'histoire, mais en tout cas, ce qui au début peut ressembler à une relation très asymétrique entre un religieux franciscain et un jeune novice, va donner complètement autre chose. Il va convertir, on le voit, voilà, il le baptise. Voilà. Et après, ça va donner véritablement autre chose. Donc le personnage, il a à un moment donné, il a échappé à la fonction qu'on lui a assignée au départ. Moi, j'ai été surpris en fait par ce personnage, parce que je découvrais de lui au fur et à mesure. Et si tu vas peut-être revenir, on voit que voilà, c'est ce petit personnage au tout début. Oui, c'est moi. Je ne sais pas où tu veux aller. Tout. Non, okay. En fait, vraiment au début. Oui. C'est ce petit personnage qui nous amène effectivement à traverser l'histoire et aussi à traverser d'abord l'espace et puis ensuite l'histoire, puisque c'est à lui qu'on va raconter
la conquête qu'il n'a pas connue puisqu'il est né après. Oui, effectivement, il devient le narrateur. On voit là-haut la petite voix avec la petite volute de la parole. Enfin, le petit personnage avec... c'est donc Antonio Valeriano. Et c'est basé, cette représentation, effectivement, à partir d'un glyphe. On a une représentation, c'est d'ailleurs étonnant, graphique d'Antonio Valeriano, avec un petit glyphe au-dessus de la tête qui, en fait, désigne son prénom. Donc ça, c'est ce qui est représenté là. Alors, les glyphes, c'est très important dans l'album parce qu'effectivement, ils interviennent à la fois pour désigner, pour signaler une émotion, une action. Oui, les glyphes, du coup, c'est un des registres du langage graphique des Aztèques. En fait, c'était des pictogrammes qui avaient plusieurs fonctions ou usages. Parfois, ils étaient significatifs comme un... Comment dire parfois, il y avait des personnages qui étaient représentés. Je vais revenir peut-être pour parler des glyphes. Voilà, sur cette double page. Il y avait des personnages en pied qu'on pouvait voir dans des situations. Il y a des petits symboles qui représentent des idées, des notions. Par exemple, les traces de pas qui indiquent un déplacement. Par exemple, il y a des petits glyphes, des volutes qui représentent la fumée. Il y a des petites choses qui représentent, par exemple, l'eau. C'est comme des coquillages, des choses comme ça. Et puis, par moment, il y a des dimensions phonétiques aussi à ces glyphes. C'est le cas pour le nom de Antonio, justement. Bref, enfin bon. Il y a tout un tas de choses. C'était assez complexe. Pour moi, l'enjeu, c'était d'essayer de jouer avec ces formes-là en essayant de les intégrer dans le langage de la bande dessinée, c'est-à-dire en faisant à la fois du pastiche et parfois du détournement, c'est-à-dire je joue avec des codes que j'emmène dans ceux de la bande dessinée. Les glyphes de la fumée, j'en ai fait, je ne sais pas si vous en avez vu un peu plus tard, voilà, des glyphes comme un personnage qui est en colère dans le langage de la bande dessinée, ce sont ces petites fumées. Il y a un jeu comme ça qui était à la fois ludique, plaisant à faire, mais qui est en même temps toujours dans le respect de la signification d'origine de ces glyphes au maximum. Et là, l'œil, c'est-à-dire oui, il y a le regard là. Là, il va chercher dans la foule quelqu'un, et là, tu utilises un code qui est un code un peu cinématographique quand même, enfin en tout cas... Le cadrage. Le cadrage, ouais. Une sorte de zoom, ou en tout cas de gros plan sur celui qu'il voit. Oui, effectivement, donc... Voilà, c'était le jeu sur le personnage qui est en train dans le bûcher. On voit d'un côté une représentation de la mort, Mictlantecuhtli, et de l'autre côté la représentation d'un diable plutôt à la façon des Européens. Et on voit que ces deux personnages sont chacun liés à une forme. D'un côté la croix et de l'autre côté au bûcher. Le lien graphique, c'est aussi une chose qui est récurrente dans les glyphes aztèques. Ça fait partie de ce langage. En fait, c'est un langage par l'image qui circule dans l'espace de manière non linéaire, c'est-à-dire que c'est du réseau et les choses sont reliées les unes avec les autres. Alors ça, c'était un élément important aussi, qu'à un moment donné, j'ai essayé de prendre en charge, mais on n'en montrera peut-être pas trop des images de ça pour garder la surprise, mais il y a aussi cette idée que le langage de la bande dessinée, c'est un langage quand même linéaire, où on va d'une case à l'autre dans un certain ordre, et à un moment donné, il y a des possibilités de vertige en allant tout à fait dans un autre rapport à l'image, dans un espace et qui fait récit aussi, en fait. Voilà, et donc ça c'était vraiment une expérience, en fait, une aventure. Là, ce qu'on peut voir aussi juste dans cette double page, c'est l'idée du recouvrement. Ça faisait partie de mes notions qui m'étaient importantes dès le début, dans la façon dont j'allais faire se frotter ces deux mondes graphiques. Au départ, on a commencé avec le choc, mais assez vite, il y a l'idée du recouvrement d'un monde qui en recouvre un autre, et cet autre qui ne veut pas se laisser recouvrir et qui va, à des moments, pouvoir ressurgir. Voilà. Et puis après, il y aura des moments où ça va se mélanger davantage. À la fin du livre, on a 4 pages très denses où on peut lire, par exemple, puisque tu en parlais, les représentations de la mort se refusant à Sahagún et rejoignant Mictlantecuhtli, figurées d'après une version puisée dans le codex Laude folio 17-18, sont inspirées par des gravures de Hans Holbein le Jeune dans la série des simulacres et historiens face de la mort, Lyon 1538, et tout effectivement est sourcé comme ça, enfin pas tout, mais beaucoup, et d'ailleurs il y a aussi ton site
Internet qui détaille. Voilà, oui, c'est celle-là. Mais c'est la représentation de la mort. Donc là, il y a une image derrière cette image. Tout est effectivement, voilà tu peux peut-être le lire. Holbein d'un côté et de l'autre côté le codex Lode avec la représentation de Mictlan Tecuhtli. Et on voit aussi dans un autre codex, le codex Borgia, une sorte de, je ne sais pas si vous le voyez bien, un crocodile avec la gueule ouverte. Il s'appelle Sipactli et c'est le personnage qui est finalement, c'est un personnage aussi d'une certaine façon, qui est en fait la terre qui avale les morts. Oui, c'est un jeu de référence, c'est un jeu aussi de pastiche, et effectivement, ça revient à ce que tu disais, le fait de convoquer toutes ces images, c'est aussi apporter avec elle toute une mémoire, en fait, beaucoup plus vaste, et qui redevient un peu active dans le temps de la lecture, dans l'acte de la lecture, en fait. C'est une des choses qui m'intéressait, c'était de toutes ces images qu'on voit quand on les regarde comme ça dans des codex. On a besoin de quelqu'un qui commente pour qu'on puisse y comprendre quelque chose. Ce sont des images qui nous fascinent, mais aussi parce qu'on a du mal à les comprendre. Et en fait, d'essayer de les rendre accessibles progressivement dans le langage de la bande dessinée, c'est une façon de leur redonner une forme d'activité à ces images-là, j'avais l'impression. De les rendre actives, de les rendre une sorte de vitalité, en fait, de l'archive, on va dire. Alors, Romain, on comprend bien que ce livre, tu l'as souhaité contemporain de l'historiographie en mouvement. C'est comme ça, d'ailleurs, que c'est dit dans les 2 dernières pages du livre. Donc, effectivement, Serge Gruzinski, bien sûr, la tension de plus en plus aiguisée à ceux qui ne sont pas des subalternes, mais qui sont, sans quoi, effectivement, cette entreprise de collecte de Sahagún n'aurait pas pu avoir lieu. Donc ça, d'une certaine manière, c'est le plus simple, je dirais, pour toi. Hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tout ça, on peut dire que tu l'avais déjà écrit ailleurs avec d'autres, mais dans ton œuvre, aujourd'hui, dans ton œuvre d'historien, ce livre, il a une place singulière maintenant. Tu dirais que c'est quoi? C'est par rapport à Magellan, son livre sur Magellan chez Verdier, qui a fait le tour de quoi? C'est un pas supplémentaire dans la fiction ou au contraire une poursuite de ton travail d'historien par d'autres moyens sur la question des sources et des archives? Si vraiment tu me poses la question sur ce que ça peut représenter dans mon parcours à moi, pour moi c'est un retour à l'un de mes livres, paru maintenant il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Le long remords de la conquête, pour lequel j'ai travaillé l'archive de la Nouvelle-Espagne, du Mexique colonial, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc il y avait déjà aussi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, une sorte du sens commun de ce qu'était cette colonie à la fin du XVIe siècle. Mais Le long remords de la conquête, qui est un livre qui n'a pas eu un écho formidable, mais c'est comme ça, certains oui, d'autres non, disait quelque chose quand même qui m'a toujours habité. Tout d'abord que la conquête des Amériques est une histoire européenne. C'est pas parce que ce sont les Espagnols, les Ibériques qui l'ont accomplie qu'elle n'est pas, pour moi, un tournant absolument majeur dans l'histoire de la pensée européenne et de la façon dont l'Europe a appris à faire avec sa propre violence en toute connaissance de cause. Ça guide y compris mon interprétation de ce que deviendra la mauvaise conscience coloniale au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc revenir à cette idée que ça fait partie de notre histoire, que c'est très important. Bernardino de Sahagún, il est passé par Salamanque, la deuxième école de Salamanque, mais c'est aussi Bartolomé de las Casas, donc il appartient à ces gens qui ont parfois hurlé contre la conquête dans le temps même où elle était perpétrée. Donc de ce point de vue-là, ça reste quand même quelque chose qui est chez moi assez structurant. Et la deuxième chose, c'est aussi une réaction à des formes d'esthétisation de l'altérité qui en vérité fournissent de la compréhension à bon marché, pour dire la vérité. C'est-à-dire que les codex sont l'exemple assez typique de ces objets
d'ailleurs, avec lesquels souvent, pas toujours, mais souvent, les musées organisent une sorte de face-à-face qui provoque chez le spectateur de la sidération. C'est-à-dire que voilà, un codex sous vitre dans un musée, c'est sidérant littéralement, parce que c'est tout de suite autre chose, et en même temps, on n'a pas du tout les clés pour le décoder et pour le lire, puisque tout ça, ça se lit. Et donc, ça réduit ce langage au statut d'une langue morte. Et donc, c'est un livre dans lequel... Qui dit un monde qui a disparu. Exactement. Qui dit un monde qui a disparu, ou plutôt une parole à jamais manquante, puisque ce monde, en vérité, des codex est déjà colonial et déjà post-conquête pour la grande majorité des documents disponibles. Mais du coup, l'idée, c'est que le codex n'est pas seulement la source, un matériau, mais il devient aussi un élément de la syntaxe du récit, et donc il réaccède au statut d'une langue vivante, voilà, et d'une langue universelle. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'on se permet de jouer avec elle, de la remployer de manière toujours respectueuse, mais parce que la considérer comme vivante et universelle, eh bien, c'est précisément se dire qu'on peut dire avec elle. Oui, c'est la réponse que j'espérais, en somme. Je pense, comme toi, que c'est une réécriture, que le long remords de la conquête, tu ne cesses de le réécrire, en somme. Non, mais c'est vrai. C'est une histoire de la mauvaise conscience européenne, la certitude qu'il n'y a pas de conquête heureuse, d'une certaine manière, que le conquistador d'emblée, c'est pas vraiment le protagoniste principal de cette histoire, puisqu'elle est vue depuis celui que vous avez vu la troisième planche qui fulmine, celui qui ne supporte pas ce spectacle du supplice d'un Indien qui est brûlé parce que il maintenait vivace sa croyance. Voilà, enfin, on peut le revenir en arrière ou pas, pas forcément. Ouais, voilà, c'est lui, c'est lui. Voilà. Donc c'est depuis en fait cette indignation morale de Sahagún qu'est raconter l'histoire. Oui. Jusqu'à ce que le personnage d'Antonio, qui d'une certaine manière servait cette narration-là, ne finisse par prendre littéralement trop de place. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas dévoiler la fin, et c'est ça qui est embêtant, mais la fin nous amène encore ailleurs. Encore ailleurs. Et c'est cet encore ailleurs qui ouvre dans l'histoire du XVIe siècle, ou dans l'histoire des projections impériales, territoriales européennes du XVIe siècle, une possibilité qui est en elle-même, en vérité, assez inouïe. Oui, mais dont on ne peut rien dire. Car l'idée, quand même, c'est que les gens le lisent. Ben voilà. Voilà. Mais voilà, vous ne serez pas au bout de vos surprises. Mais Jean, peut-être tu peux nous faire voir d'autres images, simplement voir comment, ces univers se confrontent et s'hybrident. Je vais en montrer quelques-unes, effectivement. Là, je l'ai déjà montré celle-ci, mais c'est justement typiquement un exemple d'une image rêvée par Romain. Il me l'a suggéré. Je l'ai immédiatement vue, en fait, quand tu me l'as écrite. Et j'ai finalement été uniquement le crayon qui permettait de faire émerger ce rêve. Ça, c'est une image que j'ai pas reprise spécialement, mais qui a été importante, en fait. C'est une image qui représente la destruction des idoles par le feu. C'est-à-dire, justement, précisément, c'est toutes ces représentations du monde d'avant, et notamment de toutes les créatures religieuses des Nahuas, qui ont été d'emblée, dès l'arrivée des Espagnols, détruites littéralement. Donc je crois qu'il reste vraiment très très peu de codex préhispaniques à cause de ça. Et la plupart des codex qu'on connaît aujourd'hui sont de l'époque déjà coloniale. Ça m'a nourri, en fait, pour faire ce type d'image, c'est-à-dire de jouer avec un imaginaire qui surgit dans le réel des personnages, avec parfois des rapports d'échelle, disons, qui sont décalés, et qui font que tout ça permet d'incarner, en fait, par l'image, comme une allégorie, les tensions à l'œuvre dans l'imaginaire, finalement, dans le monde intérieur des personnages, d'une certaine façon, et du lecteur aussi. Ça, c'est simplement, j'avais mis ça pour montrer aussi ce que c'est que le Codex de Florence.
Ça se présente sous cette forme. L'objet lui-même est un livre à l'européenne, alors que beaucoup de codex plus composés à la façon des Aztèques étaient des livres avec des grandes bandes qui se pliaient en accordéon. Là, on a bien un livre fait comme on faisait en Europe, avec le nahuatl, la langue qui est transcrite dans l'alphabet latin, et avec donc d'un côté le nahuatl, d'un côté le castillan, et l'illustration qui vient comme un élément indépendant, totalement indépendant en fait du discours. Et ça, c'est une des grandes différences, puisque bien sûr, dans les codex anciens, la parole, elle passe par l'image en fait. Et donc c'était aussi cette rupture-là que je trouvais intéressante d'aller explorer par la bande dessinée. La première fois que notre jeune héros, d'ailleurs, voit du nahuatl écrit en alphabet latin, il s'en étonne. On peut le comprendre, de certaine façon. Une autre chose qui m'intéressait, c'était la valeur de la parole dans ce monde-là. À un moment, un de nos personnages, on lui fait dire, en gros, il ne comprend pas trop l'intérêt de fixer la parole par écrit, en fait. Bref. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, c'est quelques exemples de codex pour vous montrer aussi une diversité des codex. Là, on est dans deux codex qui représentent en quelque sorte des récits historiques qui se déploient dans un sens dans l'espace d'abord, comme si on était sur une géographie de Texcoco, sur le dessin de gauche, enfin sur la représentation de gauche, et à droite, on est plutôt dans une représentation qui est liée à une représentation du temps. C'est toujours un récit de l'histoire, comme une chronique du temps, avec des calendriers en haut qui forment donc une date, et avec des éléments marquants qui vont être reliés, on voit, les uns avec les autres. Voilà. Là, on a une autre forme, enfin un autre codex, c'est le codex Mendoza, qui a nourri notamment l'image qu'on va voir après, que j'ai déjà un peu montré. Le codex Mendoza, il était à la fois une liste de tribus pour comprendre et pour recueillir en fait quels étaient finalement les impôts que devaient payer les autres cités-États aux Aztèques, parce que les Espagnols voulaient s'appuyer sur ces impôts-là pour finalement redemander les mêmes. En gros, s'appuyer sur les structures en place. On a aussi dans ce codex la fameuse représentation du regard, qui est en fait dont je me suis inspiré dans l'image qu'on avait vue. Ça, c'est la source. Ça, c'est la source, voilà. Et puis, l'autre source, là, c'est à gauche, c'est la représentation de Tenochtitlan, qui est divisée en 4 quartiers. Et là, ce sont comme des canaux. Alors, il y avait plus de canaux, mais c'était vraiment une ville conçue en 4 quartiers, et ça m'a servi pour représenter ça. Et puis, on voit aussi, tiens, un truc, la source, les petits yeux qui sont des étoiles, c'est ça, dans la nuit, qui sont en fait les morts qui nous regardent. C'est ça, ça ressemble à des Pokéballs. Et, et en effet, c'est très présent aussi. Ouais. Peut-être je peux montrer pour cette représentation-là, cette double page, qui est donc le moment de la rencontre, en fait, de l'arrivée de Cortés avec son armée à Mexico, avec la Malinche, qu'on voit donc cette indienne qui a traduit, qui était traductrice et qui a accompagné l'arrivée de Cortés à Tenochtitlan. On peut voir les différentes sources que j'ai utilisées. Donc il y avait la structure d'abord de l'image à partir de cette partition en 4 qui vient de ce qu'on a vu, mais aussi d'autres codex qui représentent des personnages dans différentes attitudes, des boucliers, des choses comme ça. Ah oui, là c'est sur bon voilà, une autre double page avec un foisonnement là aussi. Là on commence à être dans une relation un peu plus complexe peut-être à la narration par l'image, parce que on n'est plus avec des cases, mais c'est pas non plus une seule illustration. Donc il y a beaucoup de petits éléments à aller décortiquer. Il y a une narration quand même par le texte qui fait que la lecture, on prend quand même le lecteur par la main, hein, on le laisse pas se dépatouiller tout seul, quoi. Et voilà quelques-unes des sources. Alors vous voyez, c'est vraiment composite, parce que je me suis nourri d'énormément de choses pour essayer de recréer finalement une représentation qui va être au plus de manière sensible, un peu, qui va essayer d'interpréter de manière la plus juste que je pouvais ces choses du passé qui sont parfois si étranges, parce que là c'était une fête religieuse
Alors, on a notamment dans le Codex de Florence, ici, une représentation qui m'a intéressé parce qu'on voyait plusieurs attitudes du même personnage qu'on va vêtir et qui va être, qui va être la personne qui va subir le sacrifice. Et donc, j'en ai montré plusieurs étapes du vêtement de plus en plus florissant jusqu'à des éléments qui sont difficiles peut-être à comprendre, mais il y a des petits pointillés au-dessus de la tête du personnage avec le grand chapeau de plumes, là, en dessous, au niveau du temple. Ben, ces petits pointillés qui montent, ça va indiquer finalement qu'il va subir le sacrifice. Parce que le premier glyphe, c'est le glyphe du silex, donc du silex sacrificiel. Ensuite, il y a un glyphe du cœur, et puis il y a la mort. Et ces éléments-là, on les a rassemblés quand même dans un glossaire. Oui. Il y a un glossaire avec les mots en nahuatl, détachable, avec les mots en castillan, et avec aussi les glyphes principaux qui sont dans le livre. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de ce glossaire, je pense, mais tout dépend des façons de lire le livre, et il y a plein de façons, je pense, de le lire. Voilà. Oui, il y a plein de façons de le lire, mais ne vous attendez pas à le lire d'un œil distrait, parce que vous voyez quand même que chaque planche, enfin, de temps en temps, le récit se déroule. Et d'ailleurs, on voit que, je ne sais pas, ça serait intéressant de mesurer la vitesse de lecture, mais quand on est dans le mordant de la ligne graphique, de la gravure du XVIe siècle, bah, finalement, on a nos repères et on peut, ça va plus vite. Et là, évidemment, quand on est dans une page comme ça, bah, il faut quand même un petit peu de temps pour que l'œil apprivoise les différents sens de lecture. Romain Bertrand, évidemment, quand on a un partenaire aussi savant que Jean Dittard, pour être historien malgré tout, historien plus que lui, il faut quand même y aller, hein, parce qu'il fait déjà beaucoup de choses, mais ça, on le savait. En tout cas, c'est, comme presque toujours chez Jean Dittard, non seulement, il ne s'agit pas simplement de faire voir ses références et de dire on a bien travaillé, c'est vraiment de comprendre que, finalement, l'objet du livre, c'est la construction d'un autre livre, hein, le Codex de Florence. Et donc, rappelez peut-être, parce que c'est quand même intéressant, on le sait historiquement, mais rappelez peut-être à nos amis ici rassemblés que tous ces livres, et il y en a quand même plus qu'on le croit, ils sont différents les uns des autres, mais tous sont quand même profondément ambivalents parce qu'ils sont évidemment des témoignages du monde d'avant, mais écrit après la conquête, dans cette collecte documentaire elle-même à la fois partagée et ambivalente, et écrit par des métis, en fait, des gens qui sont des deux cultures, toujours. Oui. Non, tu vois, quand tu disais... D'abord, il y a aussi une intervention, entre guillemets, de l'archive ou du texte source direct. Là, c'est un bon exemple, puisqu'en fait, le texte, la voix off qui accompagne, en fait, c'est une traduction directe, littérale, du livre 12 du Codex de Florence, qui contient les récits de la conquête recueillis par Sahagún. De même qu'il y a une lettre de conquistador à un moment, il y a des moments où on joue avec aussi la littéralité de la documentation, avec l'idée que ça doit être râpeux des deux côtés. C'est-à-dire qu'on est perdu dans ces pages-là, mais il y a des moments où on est un petit peu perdu aussi quand on est chez les franciscains et leur guéguerre avec l'archevêque, quand on est dans le monde des conquistadors, qui étaient par ailleurs beaucoup plus alphabétisés qu'on ne croit, etc. Donc là, en fait, il faut rétablir une symétrie dans l'étrangeté aussi. Donc il y a des interventions là. Et puis, alors le deuxième point, c'est qu'en fait, moi, mes deux chocs historiographiques, si on dit la vérité, le premier, c'est la lecture d'un livre très récent d'Andrew Laird, qui s'appelle Aztec Latin, et qui, en fait, rassemble tous ces textes en latin, de tout statut, des correspondances internes aux ordres, des retraductions de Caton, Virgile, etc., produits par des Indiens lettrés, novices religieux dans la seconde moitié du XVIe siècle, et que pendant, en vérité, très longtemps, on a tenu pour une documentation très, très subalterne, presque des miscellanées, quoi. Et Laird montre qu'en fait, on a affaire à des latinistes d'un talent extraordinaire, que la qualité de la rhétorique néo-cicéronienne d'Antonio Valeriano, par exemple, lui-même, oui, est louée par certains des plus grands latinistes du temps, au sein des ordres, quoi.
Et donc voilà, ça c'est un livre qui vraiment m'a quand même assez saisi. Et le deuxième, en fait, c'est l'historiographie mexicaine elle-même. Et en particulier tout ce qui s'est développé au Mexique dès les années 1950 autour d'un homme qui est l'auteur en vérité du premier livre à porter le titre La vision des vaincus, La visión de los vencidos, qui s'appelait Miguel León Portilla, qui a créé en fait un groupe d'études de la culture nahuatl et qui publiait une revue qui a été le premier à retraduire les textes en nahuatl du Codex de Florence à des fins de faire revivre la littérature nahuatl. Et Miguel León Portilla, pendant plus de 50 ans, a été une espèce de personnage central de la scène intellectuelle mexicaine. Et c'est presque... Il était passionné de Sahagún, il a écrit la meilleure biographie de Sahagún à ce jour, mais il est devenu un autre Sahagún aussi. C'est-à-dire qu'il a aussi reconstruit une littérature, une culture nahuatl à partir d'eux. Voilà. Et son école, que tu as croisée d'ailleurs, parce que quand tu es venu au Mexique et qu'un soir, quelqu'un a déclamé une part des chants nahuatl du Codex 12, du livre 12 du Codex de Florence, c'était en fait un disciple de Miguel León Portilla qui aurait dû venir, qui était déjà malade. Quand tu as entendu claquer cette langue, c'était cette école-là. Ouais, okay. Donc tout ça pour dire que dans la fabrique elle-même du questionnaire historiographique, il y a aussi beaucoup, en vérité, de l'histoire intellectuelle mexicaine, voilà, qui, moi, m'avait particulièrement marqué. Il y a quelque chose que je trouve, c'est une question que je voudrais te poser, Romain, c'est la chose extraordinaire que, ce genre d'aventure amicale, on le comprend, intellectuelle, rêveuse aussi, c'est un peu la part nocturne, plusieurs fois, tu dis, voilà, ça je l'ai rêvé, ça m'est venu. De ce livre, par rapport à ceux qu'on peut écrire, c'est que quand tu écris un livre, même si d'une certaine manière tu cherches à ce qu'il se passe quelque chose, tu l'écris avec une sorte d'égalité d'humeur ou en tout cas d'unité de style. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces histoires sont repassées, je dirais, à la moulinette de ta propre langue, d'historien. Or là, ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, comme vous avez compris que ça progresse, non pas d'un univers visuel à l'autre, parce que c'est pas l'histoire d'un recouvrement, mais l'histoire effectivement d'hybridation et puis avec des retours en arrière. C'est très rare au fond de pouvoir écrire un livre qui adopte successivement plusieurs styles différents. Alors là, il y a des styles différents. C'est d'ailleurs particulièrement jouissif en termes d'écriture. Ouais. Parce que là, on peut s'autoriser, par le secours des moyens graphiques, qui eux-mêmes autorisent des mises en récit différentes, c'est-à-dire des tonalités de narration différentes, on peut s'autoriser des choses qui effectivement sont beaucoup plus dures à mettre en œuvre au sein d'une écriture, qui reste un tout. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, quand bien même il ne s'agit pas d'un face-à-face entre deux mondes, qu'il serait complètement illusoire de vouloir réunifier aujourd'hui, eh bien, on sent des choses qui sont différentes et auxquelles on se heurte. Voilà, on se heurte à la culture coloniale espagnole, on se heurte à cette culture mésoaméricaine. Il y a quelque chose ça arrête beaucoup plus le regard et l'attention que le flux des mots. Voilà, ça c'est sûr, ça heurte. Moi, j'aime bien. Oui, il y a cette confrontation, ça heurte, ça râpe des deux côtés, tu as dit. Mais j'y reviens, c'est pas la peine peut-être. Enfin, je sais pas si tu as des images, genre du style graphique qui est en fait, un peu doux avec entre les cordes là. Tu vois ce que je veux dire? Entre les cordes. Oui. Cordes franciscaines. Non, j'en ai pas là. Tu n'as pas là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Oui, parce qu'il y a un autre. En fait, il y a un autre registre graphique qui à un moment intervient. Ouais. Qui est inspiré des fresques des couvents franciscains du XVIe siècle, et qui montre en fait, d'une certaine façon, le monde des Espagnols, il n'est pas non plus d'une seule voix. À chaque fois, il y a la possibilité d'avoir une pluralité de représentation dans chaque monde, d'une certaine façon. Et c'était un des enjeux de ce frottement-là dont on parle, qui évolue en permanence, c'est qu'il n'y a aucun monde qui est essentialisé, en fait. Rien n'est figé, ça bouge tout le temps. Et en fait, c'était cette tension permanente qui était un peu... on était à l'écoute de ça, je pense, dans l'écriture et dans le rythme. Les franciscains, là, vous les aimez bien, un petit peu trop, non? Des fois, au début, on se dit, c'est vraiment les gentils de l'histoire.
ça a objectivement pas été les plus méchants dans une histoire avec des très très méchants. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vrai. Mais plus Antonio devient lui-même et devient autre chose, plus en vérité les franciscains apparaissent comme moins à la hauteur de leurs propres espérances qu'on ne le croyait au début. Oui. Ils s'affadissent quand même. Oui, ils s'affadissent. Non, mais je dis ça, c'est juste pour... voilà. Mais on ne peut pas les détester autant que les conquistadors. Oui, bien sûr. Non, mais ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais effectivement, voilà, comme c'est les moins méchants, au fond, et puis c'est ceux... Non, mais c'est intéressant parce que il y a quand même... Il n'y a pas de résolution. Mais il y a, comme tu le dis justement, à un moment... un petit personnage de bande dessinée qui, au fond, auquel on s'attache du fait de notre propre culture visuelle et de l'histoire de la bande dessinée. Oui, elle n'est pas là pour réconcilier, mais enfin, elle est là quand même pour, d'une certaine manière, proposer une conciliation graphique. Il y a au moins une conciliation graphique par la bande dessinée, quand même. Certainement, oui. Je sais pas. Moi, je l'avais pas intellectualisé comme ça quand je l'ai fait, mais c'est oui. En tout cas, il y a des vrais jeux. Par exemple, les premières scènes. Je sais pas si vous avez eu des réminiscences avec ce moment-là du choc justement. Dans la bande dessinée, il y a une scène mémorable de Zorino dans le Temple du Soleil qui se fait bousculer. Et c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait consciemment au départ. Mais assez vite, c'est venu quand même comme une couche aussi, une strate parmi les différentes strates de réminiscence en fait que convoquent ces images-là. Et donc effectivement, le jeu avec le langage de la bande dessinée, il est nourri aussi de tout un bain de culturel qui nous est familier quoi. Techniquement, il faut dire aussi que c'est assez magnifique. À chaque fois, il y avait déjà dans Florida, je pense que c'est ça qui t'avait plu aussi, il y avait déjà dans Florida en transparence, des gravures du 16e, 17e, mais à chaque fois, tu as besoin, pour dire une voix singulière, de changer de main. Ouais, parce que ça, c'est pas... Ça, c'est pas... C'est pas ta main. Je sais pas quelle est ma main. Oui, ça on commence à avoir compris. Voilà. Mais c'est ça qui m'intéresse, je crois, c'est de... En fait, les illuminer. Ouais. Enfin, je sais pas, je veux pas... fais pas une psychanalyse, ou alors je la fais payer. Hein. Mais je pense que plus on s'approche de ce que je suggère d'appeler le velouté, plus on s'approche de ma main. Moins c'est pas toi. Dans l'ordre des choses, j'ai commencé par un livre qui était un exercice de style à partir des miniatures persanes. Donc dans un album qui s'appelle Le sourire des marionnettes. Et quelque part, ça a déterminé beaucoup de choses par la suite, sans que je le sache à ce moment-là du tout. Dans la mesure où, dès le deuxième livre, s'est posé toutes les questions, comment je vais représenter. Je vais pas faire tous mes livres dans l'esprit des miniatures persanes. C'est pas ma culture, je viens pas de là. J'ai fait ça pour des raisons particulières pour un livre. Et ensuite, donc, je suis parti sur un projet autour de la Renaissance à Venise avec des peintres. Et donc, mon questionnement, ça a été d'emblée reconfigurer tous les paramètres du dispositif de la bande dessinée, de la façon de raconter une histoire. Donc, il y a des questions de narration et des questions visuelles. Et en l'occurrence, c'était la question des cadrages, de la perspective, avec un seul point de fuite, des choses comme ça, des questions très concrètes de fabrique de l'image, quoi. Et qui, en fait, disent beaucoup plus que juste la fabrique de l'image. Ça dit un point de vue, une façon de penser le monde, de le voir, etc. Et donc, à chaque livre, je me reposais ces questions-là, effectivement, et donc ça bouge à chaque livre. Après, la douceur, peut-être qu'il y a une douceur qui émane au bout du compte, malgré le fait que je travaille souvent des sujets qui dégagent une certaine violence aussi, quoi. Mais peut-être que je vais pas au bout de la violence. Je pense que j'ai des peurs aussi de complaisance avec la représentation de la violence, qui peut créer des fascinations que je trouve morbides. Et sur le massacre, c'est vrai que le massacre, c'est pas facile, parce qu'il y a des... Alors, c'est passé au filtre, effectivement, d'un graphisme très symbolique, mais en revanche, la narration sur les horreurs, en fait, de cette guerre, elle est quand même pas... elle est difficilement soutenable. Et là, au fond, user d'un code graphique qui n'est décidément pas le nôtre, qui n'est plus le nôtre, qui n'a jamais été, au fond, aussi,
pour l'Europe, c'est une manière de s'en protéger aussi. Oui, sans doute. Je me souviens que quand j'avais travaillé sur Le Sourire des marionnettes, il y avait cette même question-là, sur des moments de violence, il y avait des meurtres qui étaient commis. Et en fait, il y avait toujours une distance par l'image par rapport à la violence de ce qui était commis. Et du coup, c'était traité comme si c'était une autre action, finalement, de la vie quotidienne. Et quelque part, ça a redoublé de violence. Ce côté naïf et joli, entre guillemets, de l'image, Oui. était choquant d'une certaine façon par rapport à ce que ça montrait. Et j'ai l'impression qu'avec les codex, ça joue un peu de cet ordre-là aussi. Parce que je pense qu'il y a un effet de violence quand même qui est très fort, qui est en fait assez permanent, j'ai l'impression, parce qu'il y a une tension qui est quand même là sur cette idée du recouvrement d'une culture par une autre dont on parlait. C'est aussi des formes de violence qui sont fortes et mais qui n'apparaissent pas comme violentes. Mais c'est assez beau, effectivement, ce que tu dis de la manière d'épouser le trait, ou plusieurs traits, de prendre pas toujours ta main, mais d'autres. Leon Battista Alberti, qui est un des grands, qui incarne au fond l'idée de l'humaniste de la Renaissance, architecte, poète, tout ce qu'on veut, on l'appelait le caméléon. Et on disait, d'une certaine manière, il prend la forme et la visualité des endroits où il est. Il y a quand même, ce sera peut-être ma dernière question, parce que je vois qu'il est peut-être l'heure d'ouvrir la discussion à la salle, si vous voulez. Je dis humanisme, il y a quand même quelque chose, Romain, de ça. Hein, une manière, oui, de prendre en charge, en fait, la possibilité d'un humanisme. Oui. Ou plus exactement, il y a le rappel de ce que nous pouvons aujourd'hui peut-être encore sauver de l'humanisme, c'est de reconnaître que dans tout ce qui nous dérange, nous échappe, nous sidère quand on organise une confrontation peut-être trop brusque avec lui, se trouve une proposition d'humanité. La culture Nahua, ce que nous avons appris depuis le 19e siècle à appeler la culture aztèque, est une proposition d'humanité. C'est-à-dire, il y a une espèce de cohérence très très forte. Alors évidemment, notre imaginaire a été formé à ne retenir que le sacrifice sanglant, la divinité emplumée, etc. Mais dans le monde des codex se déploient des cohérences, qui balayent tous les champs des savoirs. Et des cohérences très dures, quoi. Dès qu'on s'en approche, en fait, c'est dur. Et l'important peut-être, c'est de se dire que même si on ne saura jamais vraiment ce que ça a été, en tout cas, on sait que ça a existé, que autre chose a existé. Que par ailleurs, nous avons, nous Européens du temps, largement contribué à faire disparaître. Mais cette idée qu'on a pu être humain complètement autrement, et qu'en vérité, on ne peut pas dire qu'on est humaniste ou humain si on laisse des pièces du puzzle de côté, des propositions de côté, comme si ça ne pouvait pas être nous. En fait, tout est nous là-dedans. Oui. Tout est nous, c'est-à-dire les salauds que nous avons pu être, si tant est que nous acceptions aussi cette part de notre héritage, et ces autres que les Nahua ont été pour nous. Tout cela, en vérité, ça fait partie de nous. Et Sahagún, qui est lui-même déchiré entre tous ces mondes. Exactement. Et il y a un moment très beau aussi où il va voir un vieil indien qui lui explique, justement, tu parles de la cohérence des sacrifices. Ouais. La cohérence des sacrifices humains. Alors, il y adhère pas, mais il comprend effectivement, disons, la logique cosmogonique, pourquoi le cours, justement, des astres a besoin de ce fluide vital qu'est le sang humain sans quoi. Et là s'engage en quelques pages, moi je trouve ça quand même assez admirable, parce que de concision, eh bien la réflexion, oui, mais bon, cela dit, ça fait quand même maintenant une génération qu'il n'y a plus de sacrifice humain, puis vous voyez, le soleil se lève toujours. Oui, il se lève toujours, mais on a une maladie, on a une épidémie, donc peut-être qu'il ne va pas se lever éternellement. Donc toute l'ambivalence, en fait, elle est liée au fond à la prise de conscience de la cohérence de ce monde. Ouais. C'est le point limite de l'entreprise de Sahagún, et d'ailleurs je pense qu'il va faire un pas en arrière, parce que le point d'après, c'est le basculement. Dans quelque chose qui est du relativisme au sens, qui fait tout voler en éclats d'une certaine manière. Et effectivement, il y a des moments, on le sent, on le voit, dans certains textes de Sahagún, dans le Codex de Florence,
où il s'approche de ce point limite, où il considère une autre cohérence, une autre possibilité à part entière. Et c'est vertigineux, et c'est en même temps très beau, parce que peut-être qu'au cœur du chaos de la conquête, l'humanisme, ça n'est plus que cela. Ce moment où on est capable d'entrevoir encore quelque chose d'autre. Il y a tout ça. Dans les sentiers d'Anahuac, Jean Dittard et Romain Bertrand, ils sont à vous, si vous avez des questions à leur poser. Voilà. Oui, alors il faut tout de même rappeler que la quasi-totalité des codex sont produits après la conquête. Et ils le sont dans des conditions très particulières, c'est-à-dire soit comme des commandes de la part des pouvoirs coloniaux, de l'Église ou de la vice-royauté, qui du coup a les moyens tout de même de faire produire par des équipes de scribes, de tlacuiloque, des versions, on pourrait dire, très luxueuses de ce type de texte. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que la plupart des codex qui racontaient par exemple l'origine historique de la Triple Alliance, c'est-à-dire l'installation donc de ces populations venues du nord sur les rives du lac Texcoco au XIVe siècle, etc., servaient en fait de livret d'enseignement dans les écoles pour les fils de la noblesse, ce qu'on appelait les Calmecacs. Donc quand même, c'était un milieu qui était peut-être une surface sociale relativement restreinte. Voilà. Mais c'est toujours dur d'inférer ce qu'il en était du monde d'avant à partir de textes produits dans le monde d'après. Et c'est ça le vertige de chaque codex, en vérité. Quelle a été la part des sources que vous avez qui datent d'avant la présence espagnole et en termes de proportion, est-ce que vous avez pu travailler ou récupérer des choses pu voir des choses sur des codex avant la conquête et puis dans les traces en fait. Pour les codex, il y a par exemple le codex Borg. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas. J'ai rien touché. Ah, ça y est, pardon. Oui, l'un des rares codex, je pense, préhispaniques que j'ai pu exploiter, notamment pour les scènes justement très religieuses, c'est le codex Borgia, qui est dans un état assez dégradé. Alors, je ne sais pas si j'en ai des images. Si j'en avais des images, je crois, un peu avant. Une image. Moi, je me suis beaucoup basé sur il y a eu un travail de reconstitution, enfin de restauration, pas de restauration du document original, mais une reconstitution qui essaye de recomposer les parties un peu perdues de ce grand document. Et ça a été très utile pour moi. Effectivement, j'en ai utilisé dans des éléments dans un certain nombre, enfin pas mal de pages en fait. Et c'est le seul. Les autres sont tous des codex de l'époque coloniale en fait. Non, il n'y a pas grand chose d'avant quoi. Non, puis surtout il n'y a rien. Oui, pardon. Enfin, comme trace, il n'y a pas que les codex, il y a la pierre aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on a dit. Et là, quand même, au Mexique, aller au Musée national d'archéologie et d'anthropologie de Mexico, la pierre parle quand même. Voilà. Puis il y a des fouilles d'ailleurs, il y a toujours des fouilles en cours sur le site du Templo Mayor. Donc en fait, une part importante de la documentation ethno-historique sur les cultures nahuas
fin 15e, début 16e, est produite en collaboration permanente avec l'archéologie. Et j'en profite pour indiquer que la collaboration histoire et archéologie, qu'on redécouvre régulièrement en Europe, est une constante, par exemple, au Mexique, depuis les années 1950-1960. Il y a d'ailleurs une planche, enfin en tout cas, un moment vraiment super dans le livre, où ils arrivent dans une ville où ils voient, et ils s'en étonnent des temples, ils disent ah bon, mais on n'a pas tout pété. Bah non, c'est quand même gros, on n'a pas eu le temps, voilà, ça reste toujours. Bon voilà, et donc ce qui prouve qu'effectivement une génération, on est 30 ans après, ben, voilà, c'est déjà de l'archéologie. On voit d'ailleurs que le temple est un peu à l'abandon, qu'il y a des herbes qui commencent à pousser, ben il est toujours là. Et bon, il y en a quand même un certain nombre qui sont toujours en place. Ça, c'est toujours là, Cholula. Ouais. Le monde de Cholula. Ça, c'était un enjeu particulier là, de montrer ce temps-là avec effectivement ce genre de traces qui est déjà en train on sent que le temps a déjà passé, effectivement, ça se dégrade, et à la fois montrer, par exemple, la construction en cours de route de Mexico, où il y a tout le temps des bâtiments qui sont en train de se construire. C'est vraiment ce moment-là de destruction et construction. Et c'est en filigrane, à l'arrière-plan, en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui indiquent ça aussi. Et ça faisait partie des choses auxquelles toi, tu étais attentif. Romain, tu m'as demandé d'aller représenter à un moment donné la place du Zocalo avec la cathédrale en train de se construire, parce qu'à telle date, c'était le cas. Et ça demandait effectivement tout un tas de questionnements sur la façon dont je pouvais représenter ceci ou cela, à partir aussi d'éléments de source, là aussi d'architecture, quoi. Oui. Juste une remarque autour de ce que vous avez dit à propos de l'hybridation. Je trouve très intéressant aussi du point de vue de l'image, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, le passage du planisme, en fait, de l'image complètement plane à la troisième dimension, et la perspective qui en elle-même est vraiment un apport, j'allais dire, occidental majeur. Et cette confrontation visuelle, elle passe aussi par là. Hein. En fait, je trouve c'est dès la couverture, en fait, on est frappé par cet échange, cette confrontation, et finalement cette absorption d'un monde par un autre qui est absolument spectaculaire. Donc, je crois que c'est vraiment important aussi du point de vue des langages, des codes, d'insister sur cet apport, ou enfin, cette introduction de la perspective dans un monde qui est représenté de façon plane, finalement. Bien sûr, je comptais aller. Oui, c'est ça. Ah non, mais je comptais aller sur beaucoup plus tard, justement, parce que j'ai pas montré un élément qui pourrait justement tout aller dans le sens de ce que vous dites. C'est précisément une double page où là on est dans un moment où ça s'est hybridé un peu déjà. Ouais. Et en fait, les représentations, là il y a une représentation du Tecpan, donc c'est le palais du gouverneur d'un quartier de Mexico, qui est vraiment inspiré d'un codex, qui est celui-ci, le codex Ozuna. Donc littéralement, c'est presque une copie. Donc j'ai juste rétabli dans mes codes à moi, puisqu'à chaque fois, ça devient aussi mes conventions de bande dessinée. J'ai juste finalement rendu un peu plus rigide avec des lignes droites l'architecture. Mais on voit qu'il y a par exemple du modelé sur l'image de gauche, sur les espaces qui sont avant, qui étaient tout le temps des espaces plans. Et ben là apparaît du modelé, qui est d'ailleurs étrange parce que on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on voit bien que c'est déjà un apport aussi de la culture européenne. Et puis alors à droite, c'est une représentation du marché, et là il y a un mélange entre des dimensions avec de la perspective, des dimensions planes. Le marché, je l'ai composé à partir d'un plan, pour le coup, ce plan là qu'on voit à droite, dans les années 1580, et qui désigne vraiment la disposition de ce marché, comment il est organisé, à quel endroit on vend du tissu, à quel endroit on vend telle ou telle nourriture. Et j'ai essayé de respecter ça au maximum, ensuite en mettant des personnages que j'ai puisés là dans le Codex de Florence, et on peut en voir dans ces détails, et du coup aussi le rapport au modelé, le rapport aux hachures, le rapport au paysage, qui sont des choses qui viennent de la culture européenne. Et donc, voilà comment j'ai composé cette image, qui pour moi était la façon, à partir de ces sources-là, finalement, la façon la plus juste de représenter ce marché-là, spécifiquement, à cette date-là. À ce moment-là. À ce moment-là, et ça, c'est important. À ce moment de de métissage. l'évolution. Ouais.
Ouais. Certaines de ces sources visuelles sont accessibles sur ton site internet? Oui, Voilà. Ouais, effectivement. Beaucoup. Si. Ouais. Ah non, non. Ah non. Ce qui se trouve dans le livre, c'est l'adresse du site internet. Mais il y a déjà beaucoup d'éléments dans le livre. Ah, un deuxième volume. Un volume de sources. Mais sur le site, j'ai mis effectivement. C'est d'édition critique, en fait, qu'il faudrait. On a mis des sources, vraiment des liens vers. Il y a de nombreux codex qui ont été numérisés dans des bonnes définitions. Et du coup, il y a une base de données un peu de plein de codex qui sont accessibles. Donc, si vous avez envie de prolonger de voyager dans tout ça, il y a de quoi faire, vraiment. On a aussi d'autres éléments, donc tous ces éléments-là des sources visuelles, mais aussi un petit dialogue, et puis aussi ta bibliographie complète, qui est quand même ça, c'est précieux. très importante aussi. Ouais. Juste sur, je me permets, parce que sur cette scène du marché, parce que Jean, il est très sympa quand il dit, voilà, t'as amené une idée, je mettais en forme, etc. Mais il y a des moments, il m'a dit stop aussi. Et par exemple, la scène du marché, c'était la fin, on était un peu fatigués, j'avais pensé à un truc qui en fait était absolument improbable. C'est-à-dire, comme c'est le moment où cette génération de jeunes Indiens lettrés se réapproprie le savoir classique de la Renaissance et joue en fait aux nouveaux Adriens, aux nouveaux empereurs bâtisseurs, j'avais trouvé des gravures 16e, 17e de fiction géométrique de l'Antiquité, c'est-à-dire le rêve que la Renaissance se faisait de l'Antiquité, et je voulais qu'ils juxtaposent ça avec des éléments reproduits. J'ai dit non. Voilà. Ouais, mais ça, non, mais ça, je te comprends. Il y a toujours un moment, il faut dire à Romain, écoute, va prendre l'air, enfin, détends-toi, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Oui. Ça va pas, une voix très fort, donc là, ça va marcher là. Ah, c'est bon. Alors, c'est une remarque et une question. Ce qui me frappe à chaque fois dans les albums de Jean Dittard, c'est leur diversité graphique. Donc, on a l'impression qu'ils sont extrêmement différents parce que lorsqu'on les feuillette, l'approche graphique est très différente. Et c'est aussi tout ce qui les rapproche. Vous évoquiez la question de la fabrique du livre. Et plus globalement, c'est la question de l'acte de création qu'on va trouver dans ces œuvres. Et effectivement, la fabrique du livre, c'est ce qui va unir ce dernier album, Florida, Les Illuminés, et pour la partie peinture, La Vision de Bacchus. Et je trouve ça assez fascinant de voir comment des œuvres qui apparaissent a priori très différentes contiennent des éléments qui les lient. Et je pense au Codex Mendoza, effectivement, pour Florida, qu'on retrouve dans Florida. Et voilà, donc qui est... Bon, ben voilà, je pensais bien sûr à ça. Et aussi, je pensais, en lisant la BD ce matin, au passage dans Florida de la discussion entre Jacques et Walter Raleigh, où Walter Raleigh dit à Jacques que, voilà, la question de la colonisation, c'est une trop vaste question. À qui appartient la terre? Donc à celui qui est né, à celui qui est arrivé après, et Jacques qui complète à celui qui l'a volé. Voilà. Et donc, on sentait ça en germe dans Florida, et c'est très intéressant après de voir le développement. Et juste ma question, qu'est-ce que tu as utilisé comme technique, en fait, pour cet album? Comment tu as travaillé? Alors, techniquement, j'ai travaillé sur iPad en numérique. C'était le cas des Illuminés, déjà. C'était aussi le cas des Illuminés, dans les deux cas, avec l'espoir qu'il y a quelque chose d'organique qui transparaisse quand même dans le résultat, quoi. C'était un outil pour moi extrêmement adapté parce que notamment pour toutes les compositions qu'on a pu voir avec plein de petits éléments visuels, c'était très difficile de... Par exemple, c'est des scènes, des images que je les ai pas représentées dans le storyboard que je faisais parce que ça marchait par accumulation d'éléments que j'allais organiser un peu au fur et à mesure. Et donc, l'outil numérique, pour ça, était super adapté parce que je pouvais déplacer les dessins jusqu'à arriver à une composition qui me satisfasse. C'était aussi très utile pour moi par rapport à l'usage des sources. Je pouvais intégrer des sources et par transparence, recopier des éléments très facilement. Enfin bon, il y avait tout un tas une souplesse en fait de travail qui était super pour moi. Donc voilà. Et effectivement, Florida, voilà une scène
à la fin de Florida avec le Codex Mendoza, qui est donc, à l'époque je ne le savais pas, qui est devenu une des sources les plus importantes pour les sentiers d'Anahuac. Et ce codex, à l'époque, a servi donc dans l'histoire de Florida, en fait. Je ne vais pas résumer l'histoire de Florida, mais on assiste effectivement à la fabrication d'un livre qui est Les Grands Voyages de Théodore de Bry, et qui raconte en fait avec des gravures inspirées d'un cartographe qui a été envoyé en Floride, des gravures et donc du texte, son témoignage aussi, qui raconte l'expérience désastreuse des Français en Floride. Et en fait, les gravures sont composées de plein de sources différentes, disparates, et c'est une des scènes de l'album de montrer à partir de quelle source Hakluyt, l'anglais habillé en noir ici, et le graveur Théodore de Bry ont finalement façonné une image complètement artificielle de l'Indien. Et notamment, parmi ces images, pour représenter des Indiens donc, de Floride, les Timucua, qui est un peuple qui a disparu depuis, ils se sont inspirés d'une part de gravures qui représentent des Indiens Tupinamba du Brésil, mais aussi donc des Aztèques, à partir du Codex Mendoza. Et pour l'anecdote que je trouve assez fascinante, ce Codex Mendoza a été donc commandé par le vice-roi Antonio de Mendoza, qui apparaît au début de notre album ici, et envoyé en Espagne. Il a été capturé par un galion, le galion espagnol a été piraté en fait par des Français qui ont récupéré ce manuscrit, qui l'ont emmené ensuite, il est arrivé dans les mains du cosmographe du roi de France, André Thévé, qui a apposé une signature d'ailleurs monstrueuse sur l'image, celle-là, là, précisément, là, on la voit pas dans ma représentation. Vous aussi, vous avez signé à la fin. Ouais, c'est vrai. Et qu'il a vendu à l'anglais, à Hakluyt, et voilà, ça a servi. Enfin, moi, j'aime bien ces chaînes de transmission comme ça et ces parcours. En fait, la façon dont les choses n'arrêtent pas de bouger. Voilà. Ouais. Tu as vu qu'il y a déjà une guitarologie savante. Hein. Une érudition, ouais, quand même elle a fait un travail énorme. À la hauteur du travail. Attends, juste, j'ai une question. Donc, c'est un iPad. Oui. C'est un iPad et c'est sur une application qui s'appelle Procreate. Et donc, il y a un stylet. Que tout le monde a. Qui est vraiment très accessible. Mais qu'on utilise à 0,5% de ses capacités. Parce que si toi, tu arrives à faire ça... c'est un outil extraordinaire. Dans le potentiel, on peut travailler avec des brosses très variées. Tu as une table graphique à côté, non? Non, c'est directement sur l'iPad. Oui. Okay. Beaucoup actuellement, depuis quelques années, beaucoup de dessinateurs de bande dessinée travaillent sur ça. Je sais. D'accord. Oui, il y avait une autre question? Oui. Je ne sais pas si on entend suffisamment. Merci. Donc merci à vous pour cette présentation que j'ai trouvée, d'avoir exposé votre travail et de votre démarche très renaissance finalement. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion sur les codes, sur les langues, sur la transposition d'un code à l'autre. Et donc, je me demandais quelle avait été la part respective pour vous de la transposition des sources, mais aussi de la traduction, finalement, parce que c'est là votre démarche, votre partie, et donc de la création. Traduction, imitation, création, où vous situez-vous, l'un comme l'autre, en tant que dessinateur et scénariste. Pour la traduction au sens propre, là, il s'agit de traduire de l'espagnol colonial, du castillan colonial en français compréhensible, tout simplement. Mais traduction, trahison, création, c'est tout un. Moi, j'ai l'habitude de traduire des textes malais, et chaque choix de mots est un choix de compréhension qu'on impose ou qu'on refuse au lecteur. J'enseigne même ça avec des exemples très concrets. Si on traduit tel mot par état ou par ceci ou par cela, on donne une image différente. Donc là, on n'était pas à ce stade-là, mais en soi, je pense, pour moi, je suis convaincu que l'opération de traduction est l'opération princeps première en fait du travail historiographique. Je pense que beaucoup de choses se jouent là. Voilà, dans la traduction, la transcription de la source, dans des petites opérations qu'on pourrait dire techniques ou secondaires, mais où en vérité beaucoup de choix se jouent, quoi. Non, moi je pense à un détail en fait de l'album qui est la représentation de la Lune. Pour moi, il y avait l'enjeu. Enfin, c'est un peu cryptique de le dire comme ça.
J'en aurais pas à vous montrer vraiment, sauf que j'ai une source à vous montrer, qu'on a vu déjà un peu, mais vous n'avez pas pu identifier, sauf si vous connaissez déjà ça, que c'est la Lune. Je ne sais pas si vous voyez, dans le Codex Borgia, il y a un lapin qui est représenté dans une sorte de forme un peu ronde au-dessus de la tête de l'animal qui est en train de manger un autre. Et ben ce lapin dans cette sorte de vasque rempli d'eau, en fait, c'est une représentation de la Lune. Et ça, d'une certaine façon, dans l'album, à un moment donné, on l'introduit. Donc il fallait quand même faire un récit pour pouvoir l'introduire et comprendre cet élément-là. Mais ensuite, on retrouve cette représentation de la Lune qui était celle qu'on trouve dans les codex, et d'une certaine façon, avec l'espoir que le lecteur a compris et a appris un élément de ce langage. Et ensuite, c'est naturellement qu'il va le retrouver. Et peut-être que l'espoir, c'est aussi que face à des codex, par exemple, eh bien, on ait déjà appris, sans s'en rendre compte toujours, plein de choses qui nous donnent une voie d'accès, en fait, une porte d'entrée dans ce monde-là. Moi, ça a été une des choses qui m'animait un peu. Ouais. Parce que vous apprendrez dans les sentiers d'Anahuac qu'il fut un temps où la Lune brillait autant que le Soleil, et les dieux mécontents ont envoyé un lapin, en fait. Alors, l'histoire du lapin dans la Lune, il y a aussi un récit chinois, j'ai appris, mais qui est tout à fait différent, mais ils ont aussi cette idée-là, qu'il y a un lapin dans la Lune. Les Japonais aussi. Okay. Monsieur ? Est-il prévu une publication au Mexique ? Ah bah, on aimerait, bien sûr, évidemment. Oui. Ça va jouer à la foire de Francfort, j'imagine, ce genre de questions, mais oui. Peut-être juste pour rebondir, parce que toi, tout à l'heure, tu disais, vous l'avez signé, et vous reparliez de formes de transmission très renaissance, en tout cas très renaissance tardive. Et cette idée, effectivement, moi, l'usage d'un langage, quel qu'il soit, qu'on remet sur le métier, moi, je nous conçois vraiment comme des glosateurs ou des perpétuateurs parmi d'autres, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on s'empare de cette matière-là, cette matière graphique-là, comme d'autres s'en sont emparés avant nous, ceux qui ont muséifié les codex, ceux qui, dans le mouvement muraliste autour de Rivera dans les années 1920, ont aussi remis sur le métier cette matière. Donc, moi, je nous vois quand même maillon d'une chaîne. Alors là, oui, on l'a signé celui-là, et puis pour les droits, c'est bien aussi, mais je pense qu'on est là, quoi. Et puis il y aura après nous, puis il y a toujours à côté de nous aussi des gens qui font avec en même temps. Oui, non, mais quand je dis signé, c'est signé. Hein. Et là. Ça y est, comme des vice-gouverneurs un peu. Il a spoilé la fin. Ça y est. Non, moi, quand je montrais l'image de les représentations dans Florida de Théodore Debris qui compose une représentation artificielle à partir de moult sources, je sais que je fais la même chose aussi. Alors, c'était un des enjeux dans Florida, d'ailleurs, une des tensions du livre, c'était de montrer une représentation de ce qui s'est passé en Floride qui paraisse pour le lecteur plus vraisemblable que ce qu'on allait découvrir ensuite dans ces gravures qui pourtant sont d'une époque très très proche du moment réel, mais dont on s'aperçoit à quel point elles sont artificielles. En réalité, je sais évidemment que mes représentations sont tout aussi artificielles. Et c'est une façon de questionner sur les formes de représentation et d'avoir une sorte de dimension réflexive. Et je pense qu'on l'a aussi avec les Sentiers d'Anahuac, dans le fait de passer d'un monde à l'autre, d'une représentation à une autre. Il n'y en a aucune qui définit réellement quel est ce monde, quoi. Et donc à chaque fois, c'est une mise en doute, un questionnement comme ça. Et puis là, oui, moi je me sentais aussi comme un tlaquilo, c'est-à-dire les peintres scribes dont on parle. Oui, on fait partie de cette chaîne, d'une certaine façon, de transmission, quoi, en fin de compte. Avec le fait à la fois de montrer, de transmettre, mais aussi, évidemment, il y a des biais et des choses qui sont insuffisantes, nécessairement. S'il n'y a plus de questions, il vous reste... Ah, si, monsieur.
Qui nous trois Non, les non. gens, Oui. Les deux là. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une vision qui n'est pas mondialiste, mais quelque chose qui c'est un parti au sens républicain, qui désoccidentalise, désethnocentrise, pardon. Donc des choses à laquelle on était habitué depuis des années. Et en fait, quand j'ai lu justement l'histoire à part égale, pour moi, ça a été un tilt. Ce que fait M. Boucheron, par exemple, quand l'histoire fait date, etc., pour moi, c'est toujours la même démarche. En fait, pour moi, vous êtes en train de faire une nouvelle école historique. Tu vois, t'es dedans. Je me remets là. Voilà. Ben, oui, il s'agit de trouver un nom. Dans ce cas-là, on va voter. Puisqu'on est dans le lieu du conseil départemental. Je me disais que le point de vue pédagogique, pour avoir, moi, qui ai enseigné pendant de longues années ces questions justement des codex, etc., au niveau universitaire, peut-être pas dans les lycées, dans le secondaire encore un peu, mais sûrement au niveau universitaire, pour les premières années, par exemple, ce serait un outil formidable de, enfin, je n'ose pas dire vulgarisation, parce que ce n'est pas la bonne terminologie, mais quelque chose, un outil pédagogique absolument incroyable par rapport au texte simplement, ou voire aux images en noir et blanc qu'on pouvait servir à une époque. C'est absolument extraordinaire comme outil, je pense, pédagogique aussi. En tout cas, je vous remercie, monsieur, parce que ce qui est en jeu, en fait, c'est de comprendre que ce livre est pleinement un livre, parce que c'est pas une adaptation de quelque chose qui existait déjà. Ce livre, tu ne l'avais pas écrit, pas comme ça, toi non plus. Et effectivement, là, c'est une œuvre pleine et entière, et je sais pas si ça fera, enfin, j'espère que ça sera dans les écoles. Est-ce que ça fera école? Je sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est effectivement pleinement une œuvre historiographique. Ça, c'est vrai. Ah bah, écoutez, merci. En tout cas, merci pour eux, et merci à vous.